Hop. Et du coup, on va pouvoir commencer cette parenthèse étudiante. Donc déjà, merci à tous de vous être inscrits et d'être avec nous aujourd'hui. On est, là je le vois, on est 26, mais vous êtes plus de 50 à vous être inscrits ce soir pour cette présentation. C'est un événement qu'on voulait faire en tout cas depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'on voulait mettre en avant les travaux des étudiants des entreprises membres de Nova Child. Et donc, on commence aujourd'hui, on est très heureux en tout cas de recevoir les étudiants de l'IAE d'Angers avec nous, de les avoir avec nous pour nous présenter leur livre blanc. Sur quel futur dans mon assiette. Donc, c'est un livre blanc qui a été préparé dans le cadre de la chaire à Appro dont nous sommes partenaires, dont Nova Child est partenaire. L'IAE d'Angers aussi un partenaire de longue date de Nova Child. Donc, c'est un vrai plaisir d'avoir leurs étudiants avec nous ce soir. Donc, vous êtes quelques-uns aussi à ne pas connaître Nova Child. Donc, c'est pour ça que je vais commencer par une brève présentation de Nova Child, assez brève, parce qu'on sait bien que vous êtes là pour écouter nos étudiants, donc je leur laisserai la parole très très vite. Donc, Nova Child, qu'est-ce que c'est? Nova Child, c'est le seul cluster transversal en France dédié à l'innovation pour le bien-être de l'enfant et de sa famille. On a parmi nos étudiants donc, des écoles, donc, comme l'IAE d'Angers, mais on a aussi des entreprises et des laboratoires. Aujourd'hui, on compte à peu près 70 adhérents. On est basé à Cholet et nos adhérents évoluent sur une dizaine de secteurs d'activité différents. Donc, il y a vous tous sur l'agroalimentaire, mais il y a aussi les fournitures scolaires, il y a la mode, il y a le jeu, le jouet, la puriculture. Voilà, une dizaine de secteurs d'activité différents qui sont représentés. On est une association, donc là on a un bureau et un conseil d'administration, donc là vous retrouvez les membres de notre bureau et David Soulard qui est notre président et directeur général des meubles Gauthier. Donc, normalement là ce sont des têtes que vous avez l'habitude de voir et de croiser. Elles représentent notamment des membres historiques de Nova Child. Petit aperçu de nos adhérents. Plusieurs caractéristiques pour nos adhérents. Donc, je disais une soixantaine, entre 60 et 70 adhérents qui évoluent sur une dizaine de secteurs d'activité différents. On a également toute taille d'entreprise. Donc, ça va du créateur de son entreprise jusqu'au grand groupe. Et aujourd'hui, nos adhérents évoluent sur toute la France. On a 70% de nos adhérents qui sont en Pays de la Loire, mais on a aussi des adhérents dans l'Est de la France, dans le Nord, etc. Notre mission, c'est d'aider nos adhérents à innover. Et comment on aide nos adhérents à innover? On a développé toute une offre de services. Ces services sont imbriqués les uns dans les autres. Tout d'abord, on a un observatoire qui propose une veille du marché de l'enfant et de sa famille. Donc, nos membres reçoivent notamment notre bulletin d'information tous les jours. Vous avez été nombreux à vous être inscrits aujourd'hui et j'ai pu vous rajouter dans la boucle et vous devriez normalement recevoir notre bulletin d'information désormais. Notre Living Lab qui replace l'usager au cœur du processus d'innovation. Donc là, c'est plutôt un service d'études. On est capable de faire des études quali, des études quanti. On a notre propre panel de consommateurs qui regroupe aujourd'hui 3000 familles qu'on peut venir interroger. On fait aussi des focus group. On fait pas mal de tests de nouveaux concepts de produits, nouveaux concepts de services, etc. Et en fait, nos études, on peut les faire. Donc, c'est soit des études sur mesure, spécialement faites pour vous, ou alors des études mutualisées, parce que c'est aussi ça la force du réseau, c'est de pouvoir mutualiser les coûts, mutualiser les ressources. L'animation du réseau, donc l'animation du réseau, ça passe aussi par des événements comme aujourd'hui, qui sont aussi de l'observatoire, parce que ça rentre aussi dans la veille, mais ce sont de nombreux événements tout au long de l'année pour que vous puissiez vous rencontrer, que vous puissiez échanger. Donc ce sont des petits déjeuners, ce sont des groupes de travail, ce sont voilà, toute occasion qui sont bonnes pour vous rencontrer, mais ça peut être aussi des mises en relation entre membres si vous le souhaitez. Et enfin, un nouveau service qui est apparu cette année, enfin fin d'année dernière, c'est un volet formation. Nous sommes organisme de formation et nous sommes désormais certifiés Calliope. Donc, tout au long de l'année, on va proposer différentes formations qui peuvent être prises en charge par vos OPCO. Donc, voilà pour les services Nova Child. Nos prochains rendez-vous. Donc, on a 2 groupes de travail qui ont déjà été lancés sur ce début d'année. Donc, les prochaines dates, vous pouvez rejoindre ces groupes sans problème. Donc, le premier qui traite de la qualité perçue, le prochain rendez-vous, c'est le 31 mars.
Et le deuxième groupe de travail, c'est l'éco-responsabilité. Le prochain rendez-vous est le 17 mars. Et on a d'autres groupes de travail qui vont prochainement être lancés. Vous trouvez les différents sujets là sur le côté, packaging éco-responsable, RSE. Le prochain qui sera lancé, ce sera sur le réseau NovaChild et notamment comment créer encore plus d'émulsion entre les membres de réseau, entre les membres du réseau. Donc il y a aussi le jeu, le marketing genré, etc. qui seront abordés tout au long de l'année. Les deux rendez-vous suivants, donc ce sont le 11 mai, la journée style. On va traiter des tendances style automne-hiver 2024-2025. Donc c'est avec le cabinet de style Fashion Snoops. Donc ce sera un tour d'horizon de toutes les tendances de conso pour 2024-2025 qui seront derrière traduites en tendances style, donc couleur, forme, matière, etc. Donc ça fait partie de l'ADN de NovaChild. Ça fait très longtemps qu'on propose ce type d'événement et on essaye de s'intéresser à tous les secteurs d'activité et pas uniquement à la mode. Et enfin, le 6 juin, notre colloque annuel qui se passera sur toute une journée, qu'on va d'ailleurs faire à l'IAE d'Angers. On passera la journée à l'IAE d'Angers parce qu'ils ont accepté de nous accueillir de tous nous accueillir pour ce colloque-là, qui va traiter du sujet des réseaux sociaux, les enfants et les réseaux sociaux, les familles et les réseaux sociaux, traiter aussi des influenceurs, etc. Comment on peut utiliser les réseaux sociaux, en tout cas, pour communiquer auprès des familles, auprès des enfants. Donc voilà le programme pour ce premier semestre. Il y aura aussi d'autres rendez-vous. Il ne faut pas hésiter à me contacter si vous ne recevez pas nos informations. Vous avez mon email juste ici. D'ailleurs, la réunion de ce soir est enregistrée, donc nous vous enverrons le replay à la fin de la session. Donc voilà, je vais laisser la parole aux étudiants tout de suite, parce que je sais que c'est pour vous que vous êtes venus ce soir. Donc je leur laisse la parole et puis merci à tous. Et puis aussi, juste dernière petite précision, pour faciliter la présentation, je vais juste vous demander de noter vos questions et on les posera aux étudiants à la fin de la présentation. On va les laisser dérouler et à la fin, on gardera un temps pour les questions-réponses. Donc merci à tous. Merci Lorraine. Bonjour à tous. Est-ce que, pour commencer, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous nous entendez bien dans notre salle? Très bien, oui. C'est bon? Ok, très bien. C'est bon. J'arrête mon partage. Je vais te laisser mettre le partage d'écran, s'il te plaît. Donc, je vais parler un petit peu au nom de la classe très rapidement. Je vais me présenter. Je m'appelle Mathias Bertrand. Je suis élève de CPR, on dit c'est chef de produit responsable. C'est un master 2 qu'on fait à Angers autour de la consommation durable et notamment de l'alimentation. Donc, on est parti d'un petit constat cette année. Avant de parler de notre livre qui s'appelle Quel futur dans mon assiette, on va parler de quel futur pour notre planète. Donc, notre planète sur laquelle naissent environ 5 personnes par seconde, ça fait quand même pas mal. Ça fait du coup 300 par minute. Et du coup, on a estimé que le temps de faire cette présentation, il y aura 17 000 personnes de plus, qui est un nombre assez important. Actuellement, on est à peu près 8 milliards d'individus. D'après l'ONU, en 2080, on serait environ 10 milliards, ce qui fait beaucoup de monde et du coup qui pose beaucoup de problématiques autour de l'alimentation. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Notre question, c'est comment nourrir la population mondiale d'aujourd'hui et de demain, tout en préservant cette planète, tout en préservant notre environnement. Donc du coup, cette question implique des changements culturels et sociétaux. Et c'est ce qu'on a essayé de du coup retransmettre dans notre livre blanc. Notre travaux, du coup, c'est un livre que vous avez en version physique, qu'on a juste ici, et que vous avez dû recevoir en version digitale. Si ce n'est pas le cas, du coup, on pourra vous l'envoyer très prochainement. C'est un livre qu'on a réalisé en collaboration avec la chaire AAPRO et avec une entreprise qui s'appelle OnePoint, qui traite du coup des sujets d'alimentation alternative. Avant de vous parler de son contenu avec mes camarades, je vais brièvement vous parler de l'organisation de cet ouvrage. On s'est réparti l'ouvrage en 4 parties. La partie 1 qui est sur les protéines végétales, la partie 2 qui est sur les œufs végétaux, la partie sur les insectes comestibles et une dernière partie sur la viande et l'agriculture cultivée. Concrètement, le livre sert à vulgariser chaque sujet par groupe étudiant pour les consommateurs que nous sommes, en expliquant pourquoi il est important de trouver un équilibre entre protéines végétales et protéines animales. On vous donne quelques chiffres d'actualité, des interviews d'experts menées au cours de l'année, plein d'informations utiles, des médias associés et même des conseils de cuisine, même si on sait que les étudiants ne sont pas toujours réputés comme étant les meilleurs cuisiniers.
Bien sûr, du coup, on propose ces alternatives. On recommande avant tout de privilégier une alimentation végétale, locale et bio dans le quotidien actuel. Là, on vous parle de solutions innovantes qui peuvent changer du quotidien. Donc tout cela en format physique et digital que nous avons fait nous-mêmes. Et voilà, ce que je voulais finir par dire, c'est qu'on est très fiers de ce résultat. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà, je pense que certains d'entre vous ont déjà pu se procurer notre ouvrage. On est très content de le présenter cette année. Je vais maintenant laisser la parole aux camarades de master qui ont travaillé sur leurs sujets respectifs. Donc, comme vous l'avez dit, Laurent, tout à l'heure, n'hésitez pas à écrire des questions si vous avez dans votre présentation des petites questions. On y répondra à la fin de la présentation. Et donc, je vais accueillir maintenant le groupe sur les protéines végétales qui est juste là. Donc, bonjour à tous. On va pouvoir se lancer maintenant sur la partie protéines végétales, dont on a été trois à travailler sur cette partie, Océane, Mélisse et moi-même, Chiara. Donc, nous, notre but et ce qu'on voulait un peu transmettre à travers cette partie, c'était des pistes de solutions et de réflexion autour d'une question donc, que vous voyez à l'écran. Pourquoi et comment consommer des produits à base de protéines végétales? Oui, donc, tout ça d'abord, m'a on plu. a commencé à avoir à faire des D'accord. entretiens avec des professionnels, mais aussi des consommateurs. Et en fait, on a pu se rendre compte qu'il y avait vraiment un réel manque de connaissances autour des protéines végétales. Donc, dans un premier temps, ça nous semblait vraiment indispensable Non, mais plus j'y réfléchis, plus je me dis. de définir ce qu'est une protéine végétale. Donc, pour cela, on a pris une définition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, donc qui définit les protéines végétales comme étant, avec les glucides et les lipides, l'une des trois grandes familles de macronutriments, donc c'est-à-dire l'un des constituants des aliments qui contribuent à l'apport énergétique. Donc, généralement, quand on parle de protéines végétales, quand on demande un peu autour de nous, ce qui revient très souvent, c'est les pois chiches, les lentilles, le tofu, par exemple. Mais c'est vrai on s'est rendu compte que peu de personnes connaissaient vraiment le rôle de ces protéines et leurs différents apports pour l'organisme. Donc, ça nous semblait aussi important de reparler de ça et de préciser qu'elles sont impliquées notamment dans de nombreux processus indispensables au bon fonctionnement du corps humain, donc comme la digestion, mais aussi le transport de l'oxygène, et qu'elles étaient aussi riches en fibres, en minéraux et en bonnes graisses pour le corps. Donc du coup, comme l'a dit Chiara, les protéines végétales, elles ont de nombreux avantages nutritionnels, mais ce n'est pas les seuls bénéfices qu'elles ont. Pour vous donner donc, quelques informations supplémentaires donc, en rapport avec les protéines végétales, il y a 48% des Français qui consomment des légumineuses une fois par semaine. Elles sont donc, très consommées surtout donc, par les personnes végétariennes et selon Greenpeace, c'est le régime alimentaire qui va le plus se rapprocher des enjeux environnementaux et nutritionnels donc, auxquels on peut faire face. Et contrairement aux idées reçues, le régime végétarien, il peut tout à fait fournir les apports nutritionnels nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme si l'alimentation suivie elle est diversifiée et équilibrée. Les protéines végétales, elles semblent également être une très bonne alternative pour répondre donc, aux défis que nous serons amenés à surmonter dans les années à venir. Donc, comme a pu le dire Mathias au début, par exemple, et selon la FAO, notre production alimentaire, elle devrait augmenter de 60% pour nourrir donc, à peu près 9,3 milliards de personnes d'ici à 2050. C'est pour ça que c'est important qu'on se questionne dès maintenant sur nos façons de consommer et comment on peut mieux faire. Et ça, les Français, ils en ont plutôt conscience puisque 74% d'entre eux ont déclaré avoir été motivés à manger des protéines végétales pour protéger leur environnement. Et donc, ça, c'est des chiffres qui datent de 2022. Également, pour vous donner d'autres éléments de comparaison, pour produire 100 grammes de protéines de bœuf, il faut à peu près 370 mètres carrés de terre, contre seulement 1 mètre carré sol pour 100 grammes de protéines de pois ou de haricots. Et sachant qu'en 2007, il y avait 15% des terres agricoles qui servaient donc à élever du bétail. Donc, outre le fait que les terres elles sont très monopolisées pour élever du bétail, la phase de production, c'est également celle qui compte le plus d'incidence sur l'environnement. C'est 84% des effets, des impacts environnementaux des produits alimentaires donc, en moyenne.
on a 90% donc, pour les produits d'origine animale et seulement 67% pour les produits végétaux. Donc l'impact, il va dépendre par exemple des pesticides qui sont utilisés, du mode d'élevage ou de l'alimentation qui a été fournie aux animaux. Donc là, du coup, vous allez avoir un tableau de comparaison des lentilles corail et du bœuf. Donc on peut voir qu'il y a quand même des grandes différences, surtout sur les fibres. Donc comme on peut le voir, qui sont quand même qui facilitent la digestion. Il y a également pour les matières grasses, où il y a beaucoup plus de matières grasses dans le bœuf que dans les lentilles corail. Et il y a aussi par exemple les protéines, ça va plutôt se rapprocher pour les deux. Donc maintenant, je vais laisser parler Océane, donc des défis de l'alimentation. Donc, en ce qui concerne les défis à relever pour démocratiser les protéines végétales, nous avons pu identifier plusieurs catégories de défis. Donc, la nutrition, les industries, la consommation, la réglementation et l'environnement. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne la nutrition, la première réflexion faite est que certains aliments à base de protéines végétales manquent de vitamines et de nutriments nécessaires. On se demande alors comment consommer pour donner assez de nutriments à son corps. Pour les industries, on observe que le marché des protéines végétales a un impact sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de l'élevage à la vente, en passant par la distribution. Mais alors, du coup, comment lier les industries pour que chacune prospère dans son domaine? Ensuite, en ce qui concerne la consommation, on peut soulever le fait que les légumineuses sont très contraignantes à cuisiner, car elles demandent une longue phase de trempe. Et on peut alors se demander comment accélérer la phase de trempe pour les légumineuses, notamment les pois chiches. Au niveau de la réglementation en France, le gouvernement ne dispose pas de certification officielle pour les aliments de type protéines végétales. Mais du coup, on va se demander comment on peut faire avancer les lois. Pour finir, sur les défis, à propos de l'environnement, l'impact environnemental du marché des protéines végétales est parfois important à cause des produits qui sont importés. On se demande alors comment manger des protéines locales sans se ruiner. Donc, ces défis ils soulèvent, comme j'ai pu l'exprimer, des questionnements importants. Mais certaines personnes ont déjà essayé de répondre à ces questions et de réduire les défis liés aux protéines végétales. En effet, au niveau de la nutrition, la marque Apivore propose des produits faits à base de protéines végétales, plein de goût et de protéines pour un corps et une planète en bonne santé. Pour ce qui est de la réglementation, la certification Vegan France existe. C'est un certificat qui est délivré par l'Agence française et qui garantit le respect des critères communément validés par les principales associations véganes européennes. On va passer à la suite. Donc ensuite, ça nous semblait plutôt important de donner des pistes, des conseils aux consommateurs pour qu'ils puissent se lancer vers une alimentation plus responsable. Donc un chiffre qui nous a beaucoup interpellés, c'était que 34% des Français ne consommaient pas de protéines car ils ne savaient pas comment les cuisiner. Donc ça montre bien qu'une des difficultés majeures au final liées aux protéines végétales, c'est que les consommateurs ils savent tout simplement pas comment les cuisiner, quel type de protéines choisir, bien encore où les trouver. Donc, une page de notre livre est dédiée à cela et de manière plus complète, à la fin de notre livre, on en parlera un petit peu rapidement à la fin, on a choisi de proposer des menus, des idées de recettes avec des listes de courses pour donner un peu toutes les clés aux consommateurs pour qu'ils puissent aussi se lancer vers une alimentation plus responsable. Donc, au niveau de notre partie sur les protéines végétales, vous allez pouvoir retrouver des astuces des conseils plutôt sur l'achat, mais aussi la préparation des protéines végétales, notamment des petits tips du style que Picard propose des pois chiches déjà pré-cuits, surgelés, donc ça facilite la préparation. Donc, on a pu se rendre compte en fait que les entreprises, elles ont compris le problème et qu'elles s'emparent du problème et tentent de répondre à la problématique en lien avec la cuisine. Et on a aussi aujourd'hui de plus en plus de magasins et de restaurants qui proposent des protéines végétales ou qui les commercialisent. Donc, sur cette page que vous trouverez également dans notre livre blanc, vous trouverez quelques comptes à suivre, des comptes Instagram, si vous êtes intéressé par le sujet des protéines végétales. Ensuite, vous pourrez aussi trouver le TEDx de Pat McAuley, sur comment un régime alimentaire contenant des protéines végétales peut changer un état d'esprit, une vie.
Sur une autre note, vous aurez aussi des articles et des ouvrages à lire qui sont également conseillés ici. Et enfin, nous vous conseillons ces 3 podcasts donc, qui apportent connaissances et informations sur le sujet des protéines végétales et l'importance de l'équilibre de son régime alimentaire pour la santé. Donc là, on va passer la parole du coup, au prochain groupe, le groupe des œufs. Donc, bonjour à tous. Donc, nous, on s'est toutes les trois occupés de la thématique des œufs végétaux. Donc, ici, on a Jade, Louise et moi. Donc, je m'appelle Marie. Donc, à nous, après plusieurs études auprès des consommateurs, de notre entourage et aussi en interrogeant des professionnels, on s'est rendu compte que l'alternative de l'œuf végétal, elle était méconnue. Et donc, on a décidé de relever le défi et pourquoi pas la faire connaître et apprécier du grand public. Donc, notre objectif principal, c'était de démocratiser l'œuf végétal auprès de tous. Et on est parti donc sur une question, une problématique un petit peu originale. Est-il possible de faire des crêpes avec des œufs végétaux? Donc, on connaît tous une préparation à base d'œufs. C'est un ingrédient clé en cuisine. Ça va servir à lier, à texturer, à émulsionner, foisonner, etc. Donc, autant de fonctionnalités en un seul produit. Et on s'est rendu compte du coup que le remplacer, ça pouvait être difficile et que surtout pour le remplacer par une solution 100% végétale avec les mêmes vertus. Et donc, c'est là que la solution de l'œuf végétal apparaît. Mais concrètement, finalement, qu'est-ce que c'est que cet œuf végétal? Donc, ça va être une alternative pour les personnes allergiques ou intolérantes, par exemple, aux œufs de poule, qui va respecter les régimes alimentaires de tous. Donc, c'est quelque chose qu'on peut remplacer donc, par des ingrédients soit déjà présents dans nos cuisines, donc comme la compote de pommes, on peut la mettre dans un gâteau, par exemple, ou encore le yaourt. Mais par définition, donc un substitut d'œuf, ça remplace l'œuf de poule. Et donc, on s'est intéressé à cette alternative 100% végétale et fabriquée en partie par l'homme. Donc, cet œuf, il va contenir des matières végétales et minérales qui, sur le plan nutritionnel, ils vont être égales à l'œuf de poule. Donc, les ingrédients d'un substitut d'œuf, ils vont varier d'une marque à l'autre et donc d'un produit à l'autre. Mais par exemple, on peut retrouver de l'huile de colza, du sel, de l'eau, du concentré de carottes, du potiron, de la protéine de pois ou encore de la protéine de pomme de terre, par exemple. Donc, dans un premier temps, c'était un produit qui était destiné surtout aux végétaliens et aussi aux véganes. Et puis, dans un second temps, d'autres cibles vont voir le jour, comme les personnes qui sont allergiques, comme je l'ai dit, ou intolérantes, ou encore les personnes qui vont être curieuses et qui vont vouloir, pourquoi pas, tester, changer leurs habitudes, ou même juste goûter finalement. Donc dans notre livre, on va parler de 2 marques qui commercialisent des œufs végétaux. Donc on a tout d'abord Yungo. Je vais bien remettre, ouais. Merci. Donc Yungo, c'est une marque qui va proposer des solutions donc 100% végétales. Et qui vont proposer des produits qui remplacent le blanc, le jaune ou l'œuf entier. Donc, c'est au choix. Ces produits sont soit sous format liquide, donc comme vous pouvez le voir à gauche, dans des bouteilles, ou alors vous pouvez l'acheter dans des sachets sous format de poudre. On a également donc pas pondu, on en parle dans notre livre blanc. Donc, pas pondu, c'est également totalement végétal. Et là, c'est semblable à un œuf de poule physiquement. En tout cas, ça y ressemble un petit peu plus. L'idée de la marque, à la base, c'était de proposer une solution pour les personnes allergiques. C'était leur cible principale à l'origine. Et donc, eux, ils vont vendre des œufs végétaux sous vide, sous forme de palets, comme vous pouvez le voir sur le petit diaporama. Yungo, c'est vendu en B2B là, pour l'instant. Et pas pondu, c'est vendu en ligne et dans quelques boutiques en France. Cependant, donc, cet œuf végétal, il va être quand même accessible à tous puisque c'est déjà commercialisé dans des grandes surfaces. Aujourd'hui, il y a plusieurs marques qui en proposent à la vente et qui vont proposer différents tarifs, différents formats et différentes compositions. Nous, dans le livre, on va parler notamment de Juste Uvo, qui commercialise un produit 100% végétal et liquide dans les magasins Carrefour, donc en France. Pour rebondir avec ce que dit Marie, il y a très peu de communications qui sont faites autour de ce produit Just Uvo notamment. C'est ici l'un des défis des marques qui commercialisent cette alternative. Et il y a aussi un problème, c'est que l'appellation œuf pour un substitut végétal pose un problème selon la loi française relative à la transparence de l'information sur les produits alimentaires. Il faudrait donc arriver à faire comprendre aux consommateurs
consommateurs que c'est bien une alternative à l'œuf de poule sans en utiliser l'appellation. Pendant nos recherches, on s'est heurté à 4 principaux problèmes qu'on a souhaité développer. Donc le premier notamment, c'est que le fait qu'un Français consomme en moyenne 229 œufs par an, ou encore que produire un œuf, c'est 0,2 kg de CO2 émis et 200 litres d'eau consommée. Ces chiffres ont été énoncés par les créatrices de Pas Pondu, donc la marque qu'on a énoncée juste avant, pendant une interview de Combini, et elles indiquent d'autant plus que les œufs végétaux sont plus écologiques et plus responsables. Le deuxième thème qu'on a souhaité aborder, c'était la pollution engendrée par la production des œufs. C'est vrai que c'est une réflexion auquel on a pu se heurter pendant notamment les études qualitatives qu'on a fait au début, parce qu'en fait, pour les consommateurs, les œufs, ça ne pollue pas, donc pourquoi créer une alternative végétale alors que de base, le produit en lui-même ne pollue pas. Donc, autour des œufs, la principale pollution ne provient pas de celui-ci en lui-même, mais plutôt de la façon dont les poules en élevage sont nourries. Et cette nourriture, elle a un porté d'assèchement en général. Elle est à base de soja ou d'huile de palme et cette production est responsable de déforestation, de pollution des sols et également de pollution de l'eau à cause notamment des pesticides utilisés. Une autre information qu'on a souhaité ajouter, c'est l'aspect santé avec les allergies dont a pu vous parler Marie tout à l'heure. En effet, les allergènes présents dans l'œuf, ils sont très importants et ils sont responsables notamment de 2,5% des allergies chez les enfants. Et c'est l'une des allergies les plus fréquentes en France. Et les œufs font partie des 4 principaux allergènes. Le principal problème de cette allergie, c'est qu'en fait, il ne se limite pas juste à l'œuf cru ou cuit. Il est aussi dans tout ce qui est recettes de gâteaux, etc., à partir du moment où il y a de l'œuf dedans. Donc, il faut être d'autant plus vigilant pour les consommateurs et c'est une contrainte supplémentaire au quotidien pour eux. C'est pourquoi on a décidé de s'intéresser justement aux allergènes causés par l'œuf pour simplifier aussi la vie des personnes allergiques. Et ensuite, nous souhaitons également, à travers notre livre, mettre en garde sur le bien-être animal. Parce que le constat aujourd'hui, c'est que 36% des 42 millions de poules pondeuses sont élevées en cage, avec une ponte en moyenne de 300 œufs par an, contre une vingtaine d'œufs pour celles à l'état sauvage. Effectivement, le bien-être animal est de plus en plus au cœur des préoccupations des consommateurs. À présent, à peu près 50% d'entre eux préfèrent acheter des œufs de poule élevés hors cage. Ce que la plupart ignorent, c'est que leur espérance de vie en cage, elle est aussi plus courte, de 18 mois maximum à peu près. Pourtant, une poule en bonne santé peut vivre en théorie 8 à 10 ans et continuer à pondre entre 90 et 120 œufs par an. Pardon. Donc, prendre conscience du bien-être animal, c'est primordial dans notre société. Que l'on soit végétarien, vegan, allergique ou bien simplement curieux, toutes ces informations nous ont fait réaliser que nous n'étions pas tous forcément bien informés des alternatives qui s'offraient à nous. Malgré les avancées au sujet de cette alternative, des questions peuvent encore se poser, notamment au sujet, par exemple, de la nutrition. Les apports nutritionnels des alternatives ne sont pas encore suffisamment connus. De la consommation, puisque les substituts d'œufs ne sont pas vraiment démocratisés en France. De plus, il y a un réel défi sur le goût et la forme de ces substituts pour mettre en confiance les consommateurs. Au niveau environnemental, avec la transparence au sujet de la production. Et enfin, au niveau réglementation, parce que l'un des problèmes actuels, c'est l'appellation du produit. La dénomination E pose problème pour l'alternative végétale. On peut aussi rajouter un petit mot concernant la commercialisation, qui n'est pas encore facile et optimale, même si des marques actuelles le font déjà en ligne ou en grande surface. On peut tout de même penser positif et voir les pistes encourageantes qui existent aujourd'hui. Comme l'a cité Marie plus haut, la marque Ovo, comme nous l'avons a commencé à commercialiser son produit liquide de 100% végétal au sein des magasins Carrefour. Il y a également une démocratisation qui commence, comme on l'a cité plus tôt, par exemple, avec les créateurs de Pas Pondu qui ont été interviewés par Combini en 2021. Et il y a des boulangeries qui souhaitent respecter la planète et le vivant en ne proposant que des produits 100% végétales dans leur établissement, comme c'est le cas de la maison Landmen à Paris, par exemple. Et donc, vous trouverez toutes ces informations dans la partie E-végétaux du livre blanc. Et plus encore, on vous invite notamment à la page 25 pour découvrir notre sélection de lieux à connaître avec des boulangeries et des restaurants qui proposent des alternatives végétales à l'œuf de poule, mais aussi des comptes à suivre sur Instagram pour se renseigner et être au courant de ce qui se fait actuellement.
et ainsi que quelques lectures, livres, articles et aussi des vidéos. On a vraiment adoré travailler sur le sujet et plus généralement sur le livre blanc. On espère que vous prendrez du plaisir à le lire. Et je vais maintenant laisser la parole à nos camarades qui vont travailler sur les insectes comestibles. Bonjour à tous. Avec Margot et Jordan ici présents, donc je m'appelle Victor, nous avons travaillé sur les insectes comestibles. Ce sont des alternatives très pertinentes à la protéine animale, donc le bœuf, le poulet, la dinde, etc., qui vont aujourd'hui poser des problématiques que les insectes comestibles peuvent répondre. Donc, dans notre livre blanc, nous avons essayé de répondre pardon, à la problématique pourquoi les insectes vont-ils remplir nos assiettes dans le futur. Donc, le concept de consommer des insectes, ça peut être nouveau pour certains. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'y goûter. Ça a pour nom l'entomophagie, c'est-à-dire consommer un insecte. Aujourd'hui, dans le monde, on recense plus de 1900 espèces. Donc, pour vous donner des idées, on va avoir du criquet, des grillons, des chenilles, des scarabées, des fourmis, une variété très large d'insectes qui pourront être consommés, qui vont avoir des propriétés vraiment très intéressantes pour le corps, mais aussi pour la planète. On va voir ça par la suite. Malgré le fait que ce soit une source de protéines très importante, en France, les Français ne sont pas très friands pour l'instant de ce mode de consommation. On retient une inversion, un danger, voire même un sentiment de dégoût envers ce type de produit. Aujourd'hui, on va avoir une marque référente sur Internet ou encore dans certaines grandes distributions, comme Auchan à Angers par exemple, qui va être Jiminis, qui va proposer des produits sous forme brute, des insectes bruts, ou encore des pâtes faites à base de farine d'insectes ou encore des granolas. Ensuite, je peux passer. Ensuite, pour vous expliquer un peu la production, il va y avoir plusieurs étapes pour la production d'insectes comestibles. Tout d'abord, la sélection. L'entreprise va choisir l'espèce qu'elle va vouloir élever en fonction de ses objectifs et des propriétés des insectes. Ensuite, il va y avoir l'élevage, où là, il va y avoir la mise en place de substrats, c'est-à-dire des supports sur lesquels vont être placés les insectes. Il y aura aussi l'alimentation qui peut être avec du blé, du maïs. Ça va varier vraiment de l'espèce et de l'objectif de l'entreprise. Voilà. Et enfin, la récolte qui va varier aussi en fonction des espèces parce qu'ils ne vont pas avoir la même durée de vie, le même stade de développement. Et voilà. Alors, où sont consommés les insectes dans le monde? Comme vous pouvez le voir sur la carte juste ici, ils sont finalement consommés sur tous les continents. Aujourd'hui, il y a 2 milliards de personnes qui vivent dans des régions où la consommation d'insectes est une pratique traditionnelle. Donc, ils sont principalement consommés dans les régions tropicales et subtropicales. Donc, les 3 continents que vous pouvez voir où il y a le plus de consommation d'insectes, c'est les pays en Amérique, principalement en Amérique du Sud. Donc, vous avez par exemple le Mexique ou la Colombie. Vous en avez également en Afrique. On peut citer l'Afrique du Sud ou le Burkina Faso. Et finalement, en Asie, principalement en Thaïlande, c'est très réputé. Mais on en consomme aussi au Japon, par exemple. La consommation d'insectes est en augmentation dans certaines régions d'Europe et d'Amérique du Nord, où il commence à être considéré comme une alternative durable et écologique à la viande conventionnelle. Mais alors, pourquoi consommer des insectes? Dans un premier temps, parce qu'ils peuvent jouer un rôle dans la préservation de votre santé. Premièrement, sur le plan nutritionnel, les insectes sont très riches en protéines. Ils peuvent en contenir 3 à 4 fois plus que le porc, le poulet ou le bœuf pour un même poids de matière. Ils sont également riches en fibres, vitamines et minéraux, ainsi qu'en lipides et en acides aminés. On a décidé d'illustrer notre propos avec l'exemple du grillon et de la viande bovine. Donc là, pour le même poids de matière en grillon et en bœuf, vous avez une différence de calories. Donc vous en avez 505 pour le grillon et 239 pour le bœuf.
En effet, l'énergie apportée par la consommation d'insectes est comparable, voire supérieure à celle des produits carnés. Donc ici, elle est largement supérieure, étant donné les fortes teneurs en protéines et lipides. Donc ça peut aller de 400 à 500 calories pour 100 grammes en moyenne. Donc là, vous avez un des meilleurs taux en calories. La variation de la teneur en protéines est aussi à noter. Vous avez 62 grammes ici pour le grillon et 23,6 grammes pour le bœuf. Donc la variation de la teneur en protéines des insectes, elle peut aller de 13 à 77%. Il y a une grande variation entre les familles d'insectes, mais aussi à l'intérieur de ces familles. Et finalement, ces excellentes qualités nutritionnelles peuvent être utilisées pour contribuer à la lutte contre la malnutrition dans certains pays émergents. Vous pouvez aussi consommer des insectes parce qu'ils préservent la planète. Les insectes comestibles consomment beaucoup moins de ressources en termes de nourriture et d'eau que des ressources de protéines animales comme le bœuf, le porc et le poulet. Donc, vous avez illustré ça sur notre diapositive en prenant, par exemple, la quantité d'eau, la quantité de nourriture et la quantité de CO2 rejetée pour produire 1 kg de viande. Donc, pour chaque exemple, on peut voir que le grillon, comparé au poulet, au porc et au bovin, est largement meilleur que des protéines de type animal. On peut également mettre en avant une meilleure optimisation de l'espace. Un des avantages des insectes, c'est que leur production peut se faire à beaucoup d'endroits, comme près ou à l'intérieur des milieux urbains. Donc, on va limiter la déforestation et la surexploitation des sols, qui est déjà largement exploitée avec l'agriculture animale. Et finalement, on va avoir un meilleur rendement. 80% de l'insecte est digeste, contre 55% pour le poulet et le porc et 40% pour les bovins. Donc, pour des quantités de matières produites égales, le grillon est la solution qui utilise le moins d'espace, consomme le moins de ressources et rejette le moins de CO2. Alors, les défis à relever pour démocratiser l'entomophagie ont été répartis en 4 catégories. Alors, on a le dégoût, l'expérience, l'accessibilité et la réglementation. Donc, premièrement, par rapport au dégoût, le problème vient du fait que traditionnellement, dans les cultures occidentales, l'insecte va être perçu comme non comestible. Et comme le dégoût est l'un des principaux motifs de refus alimentaire, on va faire l'association assez rapidement avec les insectes. Et le défi qui va leur se dégager ici va être de se demander comment commercialiser les insectes afin de les rendre plus acceptables. Ensuite, pour l'expérience, les Occidentaux ont davantage tendance à percevoir les insectes comme quelque chose de fun qui va être utilisé plutôt comme une expérience culinaire plutôt qu'une vraie solution. Et il s'agirait donc ici de savoir comment devoir les cuisiner afin de les intégrer à une consommation qui va être plus régulière, voire quotidienne dans certains cas. Par rapport ensuite à l'accessibilité, on parle ici du fait qu'en France, les produits à base d'insectes et insectes sont relativement coûteux et vendus principalement sur Internet ou dans des magasins qui vont être spécialisés, pas forcément dans toutes les grandes surfaces où on a l'habitude de faire nos courses. Et le défi à relever sera ici de se demander comment favoriser l'accessibilité de ces produits en France. Enfin, pour ce qui est de la réglementation, le fait que la production ainsi que la commercialisation d'insectes soit assez limitée en France nous amène à un dernier défi qui va être comment l'État peut-il favoriser le développement des insectes comestibles en France. Ensuite, on va recenser de plus en plus fréquemment des pistes encourageantes, comme le fait que le sujet soit de plus en plus abordé, notamment dans les médias, avec par exemple récemment le sujet qui a été abordé sur le JT de TF1, dans le cadre d'un reportage d'un restaurant qui proposait des plats qui étaient à base d'insectes. On a également des produits qui sont de plus en plus accessibles, qui sont proposés dans les magasins à plus grand public, entre guillemets, comme Nature et Découverte ou encore Auchan. De la même manière, sur le plan financier, on a pu voir récemment des levées de fonds pour Insect notamment, avec un financement total de plus de 360 millions d'euros. Donc toutes ces pistes, justement, vont nous montrer que le rejet à l'entomophagie tend à se démocratiser en France et que les insectes comestibles ont une véritable place dans nos assiettes. Si vous êtes maintenant convaincu et que vous souhaitez déguster des insectes, nous vous avons préparé sur cette page une sorte de mini-guide qui vous présente les différentes marques spécialisées qu'il existe. Donc là, on a écrit notamment Géminis et Micronutris, ainsi que les différents magasins Robodor que vous pouvez retrouver assez facilement. Donc là, on a écrit Nature et Découverte, Grand Frais, Auchan. Pour les personnes qui débutent, on a également écrit des petits conseils. Donc là, par exemple, on conseille aux personnes qui débutent de consommer des produits qui vont être à base de poudre d'insectes, comme les pâtes, les bars, les céréales, etc.
Et pour ceux qui préfèrent grignoter directement les insectes, donc pour les apéros par exemple, ou pour les incorporer au plat, vous pourrez même choisir du coup la saveur des insectes. On a également préparé un petit tuto d'un plat ici du coup à base d'insectes que vous pourrez facilement réaliser chez vous afin de vous faire votre premier avis sur le sujet, ainsi qu'une petite sélection de restaurants qui existent. Donc là, c'est des restaurants qu'il y a sur Paris, où vous pourrez retrouver justement des plats qui vont être à base d'insectes. Et pour la partie en savoir plus, vous pouvez retrouver ici quelques livres à lire, des vidéos à regarder, des comptes à suivre et des podcasts à écouter si vous voulez en savoir davantage sur le sujet. Et je vais maintenant laisser du coup la parole au prochain groupe. Donc, pour terminer, nous allons parler de viande cultivée. Donc, quand on entend ce terme, on pense assez vite à de la science-fiction, mais c'est bel et bien quelque chose qui est en train de devenir réalité. C'est pourquoi, avec Mathias, on s'est demandé si la viande cultivée est réellement un choix vertueux pour l'éthique animale et pour l'environnement. En effet, tout le monde n'est pas prêt à devenir végétarien ou à manger des insectes. La viande cultivée a donc été développée pour diminuer l'impact environnemental de la viande, qui, comme mes camarades l'ont déjà mentionné, est particulièrement important, et aussi pour améliorer le bien-être animal. On a trouvé une petite citation qui nous a un petit peu marqué, c'est de la part de M. Winston Churchill, qui, en 1931 déjà, prédisait des nouveaux modes de production alimentaire. Donc sa citation, je cite du coup, « Nous échappons à l'absurdité de cultiver un poulet entier pour en manger la poitrine ou l'aile en cultivant ces parties séparément dans un milieu approprié. » On a trouvé que c'était assez intéressant ça montrait bien que en fait, les problématiques liées à l'alimentation sont nouveaux, mais existaient déjà en 1931. Donc pour ce qui est de la viande cultivée, les premiers arguments à son développement sont d'abord économiques et environnementaux. L'intérêt de la viande in vitro, c'est justement d'ouvrir à l'avenir sur les possibilités industrielles de nourrir la population différemment. Les autres enjeux sont nutritionnels et éthiques. De plus, le passage de la consommation de viande conventionnelle à celle de la viande cellulaire nécessite peu d'adaptation. Et donc, qu'est-ce que c'est? Donc, la viande cultivée, c'est une viande qui est produite par un nouveau mode de production qui est basé sur la culture cellulaire. Donc, quand on dit viande, on entend aussi tout ce qui est poisson, fruits de mer et abats. Et du fait que ce soit basé sur la culture cellulaire, on peut aussi en entendre parler sous le nom de viande cellulaire ou de viande in vitro. Et donc, ce mode de production, grâce à ce mode de production, on va pouvoir prélever quelques cellules sur un animal. Ces cellules vont ensuite être placées dans des grandes cuves dans lesquelles on va ajouter des nutriments, donc par exemple des acides aminés, des lipides ou des glucides. Et les cellules vont ensuite se multiplier et se différencier jusqu'à obtenir de la viande. Donc, une viande qui va avoir une structure très similaire, voire identique à de la viande conventionnelle, ce qui va permettre d'avoir les mêmes profils sensoriels. Donc, ce que vous avez à l'écran, du coup, le petit schéma, c'est vraiment le schéma qu'on a trouvé le plus simple pour vulgariser tout le processus de fabrication qui a été fourni par Agriculture Cellulaire France. Et puis, on voulait vous parler aussi d'un dernier sujet qui est un petit peu technique, je vais essayer de le vulgariser au mieux. C'est le sujet de l'agriculture acellulaire. Donc, en fait, on a découvert du coup qu'il existait aussi du lait, de la gélatine et des œufs cultivés qui sont du coup produits par agriculture acellulaire, c'est-à-dire que les gènes permettent d'exprimer les protéines qui sont clonées dans un micro-organisme, comme la levure, pour y introduire la protéine qui sera produite. Donc, les micro-organismes sont ensuite mis dans des cuves et nourris avec des glucides, acides aminés, etc., pour qu'ils puissent exprimer les gènes et produisent eux-mêmes des protéines souhaitées. Ça, c'est pour la partie un petit peu plus technique. Vas-y, tu peux passer, Jeanne. Donc, malgré les différents avantages dont on vous a parlé pour la viande cultivée, son processus de fabrication il reste assez gourmand en énergie. Par exemple, il faut maintenir une température constante assez élevée dans les cuves pour que les cellules puissent se développer. Donc, il semble important de trancher sur son intérêt environnemental puisque c'est quand même une des principales causes pour laquelle elle a été créée. Mais selon les experts, comme on peut le voir
par exemple, avec le témoignage de Nicolas Bureau, un des cofondateurs de l'association Agriculture Cellulaire France. Les études environnementales de la viande cultivée sont plutôt très encourageantes. Donc, comme on peut le voir sur le schéma, l'impact environnemental de la viande cultivée dépend beaucoup du mix énergétique qui est utilisé. Par exemple, si on utilise un mix énergétique conventionnel, donc ce qui est fait actuellement, son impact environnemental va être beaucoup moins important que celui d'une viande de bœuf, mais il reste plus important que du porc ou du poulet. Par contre, si on passe sur un mix énergétique qui est durable, son impact environnemental va devenir inférieur à celui du poulet ou du porc. Ensuite, il est important de préciser que la viande cultivée n'est pas autorisée à la vente en Europe, puisqu'elle dépend du règlement sur les nouveaux aliments, c'est-à-dire tous les aliments qui n'étaient pas consommés avant mai 1997. Donc, pour pouvoir la commercialiser, les entreprises vont devoir demander une autorisation à l'EFSA, qui, si elle donne son autorisation, va permettre ensuite de commercialiser de la viande cultivée sur tout le marché européen. Et cette absence de commercialisation, elle entraîne entre autres une méconnaissance du produit à la fois de la part des consommateurs et de l'État, des États, pardon. L'acceptation du produit va donc représenter un autre défi à relever pour démocratiser la viande cultivée. Cependant, on a pu voir qu'elle est autorisée dans certains pays, comme par exemple à Singapour depuis 2020, ou alors en cours d'autorisation dans d'autres pays, comme par exemple aux États-Unis depuis l'année dernière. Et on peut aussi noter que l'Inde, elle, autorise la vente de lait cultivé. On a également identifié d'autres questions auxquelles il faudra répondre pour que la viande cultivée puisse devenir un aliment du quotidien. Donc, tout d'abord, au vu du peu d'informations qui sont disponibles pour le moment sur le sujet, on peut se demander quels sont les impacts de la viande cultivée sur la santé humaine. Ensuite, étant donné que des nuggets cultivés ont été commercialisés à Singapour à 23 $ les deux, on peut aussi se demander comment passer à une production à grande échelle qui permettrait d'obtenir un produit plus abordable en termes de prix pour les consommateurs. Et enfin, bien que le sérum de veau fœtal qui était utilisé à l'origine n'est plus utilisé par aucune entreprise pour produire de la viande cultivée, on peut aussi se poser des questions concernant l'éthique de cette pratique. Par exemple, est-ce que le prélèvement des cellules respecte bien le bien-être animal? Effectivement. Donc voilà, le sujet de la viande cultivée pose quand même pas mal de débats, de réflexions, qui est un sujet très intéressant. On a identifié quelques pistes encourageantes, quelques pistes de travail qui pourraient permettre de vraiment introduire ce produit dans notre consommation au quotidien. Donc premièrement, il faudrait vraiment qu'il y ait un aspect, enfin, une recherche et développement approfondi sur les aspects nutritionnels. Ensuite, bien sûr, du coup, une partie réglementaire. Il faudrait qu'il y ait des avancées réglementaires, que ce soit européen et au niveau français de la part des administrations. Pour vraiment répondre aux enjeux environnementaux, il faudrait qu'il y ait une démarche d'éco-conception, de limitation de besoins énergétiques. Et ce qui revient aussi à parler du schéma de production, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir inclure les acteurs du marché. On pourrait penser, par exemple, on s'est questionné, enfin, on s'est posé ces questions lors de notre étude. Est-ce que on pourrait retrouver de la viande cellulaire chez nos artisans, chez nos bouchers? Où est-ce que ça pourrait se retrouver? Donc ça, c'est des réflexions à mener pour essayer aussi de garder une économie viable. Il faudrait aussi proposer des co-recherches industrielles à l'échelle européenne, ce qui se fait un tout petit peu, je crois me rappeler de ce qu'on avait vu avec l'interview de Nicolas Bureau. Et bien sûr, enfin, éduquer les consommateurs de la part des entreprises et puis de la part de toutes les personnes qui sont actrices de ce secteur. Donc, tout ça, c'est les pistes encourageantes qu'il faudrait travailler pour pouvoir, avant de pouvoir retrouver la viande cellulaire dans nos supermarchés, dans nos boucheries, etc. C'est pas encore où. Voilà. Merci Ariane. Merci Jade. Je vais finir par juste vous parler de la dernière page. Alors nous, on ne va pas vous expliquer de recettes ni de restaurants à suivre, puisque du coup, on n'en a pas. Mais on a des documentations sur lesquelles on s'est appuyé, et puis aussi des choses intéressantes. On a des sujets sur Instagram. On a donc le compte Agriculture Cellulaire France avec du coup Nicolas Bureau qui nous avait aidé et qui nous avait permis d'être interviewé. On a des podcasts, une vidéo à regarder sur Arte qui est super intéressante, et puis des documents à lire, tout simplement. Voilà.
On va finir par la conclusion avec Margot qui va nous rejoindre. Et après, n'hésitez pas, donc, si vous avez des petites questions, on va y répondre enfin. Je ne sais pas si... vas-y, on va peut-être pas te laisser tout seul. Alors du coup, pour terminer, on voulait vous parler de la dernière partie du livre sur laquelle on a travaillé. C'est la partie astuces et conseils. Chiara en a un petit peu parlé tout à l'heure au moment de sa présentation. Mais à la fin du livre, on a listé plusieurs recettes sans viande à réaliser, des listes de courses, des comptes de cuisine à suivre, encore des livres à lire. Jusqu'ici, on s'est surtout concentré sur les bienfaits de nos produits alimentaires, qu'est-ce qu'ils allaient devenir dans le futur. Mais c'était important pour nous de montrer aux consommateurs que c'est possible de passer à l'action. Donc, c'est ce qu'on a souhaité faire dans cette dernière partie, même si c'est assez succinct. On espère que ça donnera envie d'essayer au moins. On a abordé des solutions originales avec vous aujourd'hui, mais il existe d'autres facettes de l'alimentation durable, donc bonne pour la santé et pour la planète. On peut par exemple mettre en avant les produits locaux ou encore tout ce qui est non transformé. Si les sujets vous intéressent, je vous invite à consulter les sources qui se trouvent tout au long de notre livre, que vous pouvez retrouver au format numérique prochainement, normalement. Et finalement, si vous avez trouvé que notre travail est pertinent, sachez que nous avons un stage de fin d'études à réaliser. Donc, n'hésitez pas, si vous cherchez des stagiaires en marketing, certains d'entre nous sont disponibles. Merci pour votre écoute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, donc, on va revenir tout cela, je pense que c'est simple. Eh bien, merci à tous pour cette présentation sur ces 4 thématiques. Comme dit, si vous avez des questions, surtout, il ne faut pas hésiter. Soit vous utilisez l'onglet conversation, mais bon, on est entre nous, donc vous pouvez aussi mettre votre caméra, ouvrir votre micro et poser directement vos questions aux étudiants. Idem, si vous cherchez des stagiaires, vous pouvez donner vos coordonnées maintenant pour qu'ils puissent postuler. Pardon. Avez-vous des questions? Je voyais qu'il y avait des questions sur le replay et sur le livre blanc. Donc, je vous enverrai à tous le replay en format, par email. Et si je peux, je vous enverrai aussi le livre blanc en version numérique. Comme ça, vous pourrez retrouver aussi toutes les astuces dont ils viennent de parler et les différentes parties. Alors, toujours pas de questions? Je peux juste répondre à Laetitia, du coup, on pourra lui envoyer, oui, les slides aussi de notre côté. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier, chacun d'entre vous, tous les 11, pour ce travail réalisé. Je tenais également à remercier François Pantin, qui est le directeur de l'IAE, Gaël Pantin-Soyer, qui est responsable de la chaire à Pro aussi et qui est professeur des universités, et également Laurent Bordet, avec qui on a travaillé pour l'organisation de cet événement ce soir. Donc, je vois qu'il y a un participant qui lève la main. Je vois Patricia Bruno qui lève la main. Bonsoir Patricia. Oui, bonjour. Donc Patricia Bruno, je travaille à la région service alimentation qualité. Donc merci pour votre présentation et vos travaux. Effectivement, ça reflète des tendances du moment. Parmi vos recherches, vous avez donc exposé des tendances, mais il y a une question aussi de plaisir de manger, de ce que reflète l'aliment, d'où il vient. Est-ce que vous avez aussi réfléchi au côté hédonique? Est-ce que ces aliments, en fait, ces évolutions, est-ce qu'elles vous font rêver? Comment, en fait, vous, en tant que jeune étudiant qui allait bientôt rentrer dans la vie professionnelle, comment vous saisissez de ces évolutions-là? Est-ce que vous trouvez que il y a du plaisir derrière? Est-ce que ça vous donne envie ou voilà, c'est une question un petit peu plus philosophique, éthique. Je ne sais pas si vous l'avez approché, mais vous avez forcément un avis. Alors, très bonne question. Je vais répondre, après si d'autres gens veulent compléter, n'hésitez pas.
Donc, nous, en fait, le livre blanc, on l'a d'abord axé sur l'aspect durable, sur l'aspect environnemental, mais on n'a pas du tout oublié l'aspect plaisir, puisque c'est ce qui est important aussi quand on parle d'alimentation, quand on fait du marketing et quand on parle de consommation. L'un des premiers critères de choix, ça va être plutôt le plaisir. Donc, pour ce qui est des insectes, pour ce qui est de la viande cellulaire, c'est des sujets qui peuvent être un petit peu moins attrayants à première vue. Mais ça a été intéressant dans nos entretiens avec nos consommateurs, enfin, avec des prospects, des consommateurs potentiels, de voir quels étaient les critères qui pouvaient être intéressants. Et donc, pour répondre à votre question concrètement, on a mis dans la fin du livre, on n'en a pas vraiment parlé, on n'a pas voulu vous montrer non plus parce que du coup, ça ferait un petit peu long, je pense. On a mis pas mal de recettes, d'exemples de recettes avec des visuels intéressants, en fait, pas mal de recettes, tous les ingrédients, je sais pas, Des produits de saison. des produits de saison. On a essayé de faire. C'est un peu plus, c'est la partie un peu plus ludique ou mise en pratique. Et donc, du coup, on aborde plus le côté plaisir dans cette partie. Ok. Et par rapport, en fait, c'est vrai que donc, ce sont des alternatives végétales et donc les arguments que vous avez mis en avant ou qui ont été mis en avant par certaines marques, effectivement, mettent en évidence des éléments négatifs sur de la filière animale. Néanmoins, en fait, la filière d'élevage qui est très implantée en région Pays de la Loire apporte des impacts positifs aussi, des effets positifs, que ce soit par exemple sur l'élevage bovin que vous avez cité à plusieurs reprises, donc sur le paysage, le bocage, l'entretien en fait d'un territoire. Donc, est-ce que vous avez regardé aussi, donc là évidemment votre recherche, vos travaux étaient sur ces nouvelles tendances végétales ou insectes, etc., alternatives, mais est-ce que vous avez aussi étudié finalement la comparaison par rapport aux filières animales et les effets positifs des uns et des autres? Bah, en fait, Mathias, il l'a dit un petit peu dans son introduction, on n'est pas dans une optique du coup d'arrêter les protéines animales, etc. C'est plutôt justement de trouver un équilibre entre ces points positifs que peuvent apporter les protéines animales et tous les bénéfices que peuvent apporter les alternatives végétales dont on a parlé aujourd'hui ou qui peuvent être autres. Après, on ne s'est pas renseigné plus profondément que ça sur vraiment les bénéfices de l'agriculture sur notre territoire, etc. Mais c'était vraiment l'idée de trouver voilà, un équilibre et que les deux s'imbriquent. Je vais compléter aussi ce que disait Margot. Par exemple, sur ma partie qui était de viande cellulaire, on a fait une petite étude du coup pour. Enfin, on a trouvé avec Ariane que ce qui serait intéressant, ce serait de mener le développement de ce produit en collaboration avec des artisans. J'ai essayé de le dire un petit peu tout à l'heure, mais aussi potentiellement inclure. Parce que quand vous dites du coup les bienfaits de la chaîne, enfin de l'agriculture bovine, etc., c'est souvent de l'emploi, lié à l'emploi. Et ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment ce nouveau type de production, ces nouveaux produits peuvent inclure les acteurs existants du marché. Et donc, bah, c'est vraiment, je pense, ce qui va certainement se passer et ce qui est le plus souhaitable en tout cas. C'est le sujet sur lequel on s'est intéressé un petit peu à la filière traditionnelle. Merci. Je vois que Gaëlle aussi nous a remercié dans les messages. Oui. C'est vrai qu'on vous a remercié, Gaëlle. Merci aussi à Gaëlle et Monsieur Quentin. Puis même, on n'a pas non plus remercié, mais ils sont là à OnePoint. Oui. Qui nous a aidé, bien sûr, pour la réalisation. Toute la chaîne. Je vais simplement me permettre de répondre à Madame Bruno, de rajouter un petit élément, parce qu'effectivement, on a tendance à opposer protéines végétales et protéines animales, mais c'est vrai que dans le cadre de la chair, c'est pas du tout l'objectif. L'idée, c'est de répondre à des besoins des consommateurs qui vont limiter leur consommation de viande parce qu'on sait qu'il faut la limiter. Si on prend les chiffres de manière très classique, on sait que l'élevage est responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre sur le plan mondial. Donc, bien évidemment, il va falloir réduire sa consommation de viande sans la limiter complètement, parce que vous avez complètement raison. Il y a aussi tous les bienfaits liés à l'entretien du bocage, avec tous les travaux de Jean-Louis Pernaut qui portent justement sur cette question-là et qui me paraît vraiment importante.
qui est liée aussi à l'emploi. C'est une filière qui emploie énormément d'individus, et notamment dans la région. Donc, ça me paraît important qu'elle soit préservée. Mais on sait qu'il va falloir modifier le système et aller vers certainement une viande consommée en moins grande quantité, mais de meilleure qualité. Et pour cette raison, on cherche des alternatives qui soient à la fois moins coûteuses aussi, parce que sur le plan économique, ça permet de faire des économies, de passer à plus de légumineuses ou d'alternatives, plutôt que de consommer en grande quantité de la viande. Et puis, c'est aussi meilleur pour la santé. Donc c'est vraiment tout l'objectif de la chaire d'aller dans cette direction. Et j'en profite, puisque je ne vais pas prendre la parole plus de fois que ça, pour indiquer à toutes les entreprises qui sont présentes aujourd'hui que si vous souhaitez rejoindre la chaire AAPRO, n'hésitez pas à me contacter par le biais de Lorraine ou directement par le biais des étudiants qui ont fait un très beau travail. Et je les félicite encore de vive voix pour tout ce qu'ils ont entrepris cette année et pour cette présentation qui a dû les stresser un petit peu, mais qui s'est bien déroulée. Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos étudiants? Non. Petite question pour vous. Est-ce que vous, le fait d'avoir travaillé là-dessus, ça a changé des choses? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites différemment depuis avoir fait ce livre blanc? Il faudrait répondre personnellement à chaque personne. Je pense qu'on a tous un avis assez différent, j'ai l'impression, de ce qu'on a pu voir. Donc, globalement, ouais, c'est très tranché. Je pense qu'il y en a qui étaient déjà avertis sur ces sujets, d'autres un petit peu moins. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre vision des choses. Comment dire ça, on en a déjà un peu discuté, mais il y en a quelques-uns dans la classe qui sont déjà un peu flexitariens ou qui essayent de réduire la viande et les protéines animales. Donc, je pense que ça a juste peut-être accru les connaissances dans ce domaine-là. Je sais que peut-être personnellement, je vais essayer les substituts d'œufs par curiosité pour voir le goût, pour voir si ça peut remplacer tout simplement les œufs de poule. Après, oui, je pense que généralement, on est tous assez conscients de ça et on essaie de diminuer globalement nos protéines animales dans notre alimentation. Ça marche. En tout cas, je vous dis de nouveau bravo. Merci à tous. Je vois dans les commentaires il y a pas mal de bravos qui arrivent aussi. Nous, on se donne rendez-vous très vite. Je vous envoie par mail le replay. Je vous envoie aussi le livre blanc. Et je vous enverrai aussi un petit questionnaire de satisfaction. Si vous voulez bien y répondre, parce que vu que c'est le premier événement qu'on fait, c'est la première parenthèse étudiante qu'on propose. Donc voilà, vos avis nous seront bien utiles. En tout cas, merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.